Nous allons parler donc ce soir de la commémoration de ce qu'on appelle l'insurrection du Sud, et ce que j'ai appelé d'ailleurs dans un ouvrage, l'insurrection de Martinique. Je vous dirai pourquoi dans un moment. Une insurrection qui a duré du 22 au 26 septembre 1870, le jour où on a commencé son écrasement, et qui s'est vraiment terminé le 1er octobre, le samedi 1er octobre. Cette insurrection, c'est un grand et un essentiel moment de notre histoire, parce que c'est un instant fort qui a impulsé une mobilisation insurrectionnelle comme il n'y avait jamais eu auparavant. Par exemple, lorsqu'on compare avec mai 1848, les temps forts obtenus sur 2 jours, en particulier, il y a eu 5 temps forts, à savoir la mobilisation pour Romain le matin du mardi 22 mai, plus la manifestation vers le prêcheur dans l'après-midi du 22 mai, plus le massacre qui a été fait par Huc à partir de 4h30 ou 5h l'après-midi, plus le reflux de cette population sur ses pieds avec le meurtre de Dujon, mais en particulier l'encerclement de la maison de la rue des Sanois, et en fait surtout le fait qu'on a attaqué tous ces pierres, tous les champs de canne, et que l'insurrection s'est déroulée pendant la nuit du 22 au 23 mai, avec des émeutes extrêmement fortes à ces pierres et aux pêcheurs. Mais le 23 mai au matin, le gouverneur, qui était sur place depuis la veille, a été contraint de prononcer l'abolition de l'esclavage, d'ailleurs sur les portes du palais de l'intendance, qui se trouve aujourd'hui d'ailleurs dans le collège d'Elbrus. Mais la manifestation de 1870, l'insurrection du Sud, elle a eu lieu d'abord sur 5 jours, et elle ne débouche malheureusement pas, comme pour mai 68, sur une victoire, mais elle débouche malheureusement sur des massacres. Et la féroce tactique de la terre brûlée des régisseurs sur plus d'une semaine. Par contre, cet embrasement a généré de nombreuses conséquences, tant dans le domaine politique que pour la mise en œuvre de plusieurs mesures sociales dont nous parlerons dans un moment. Pourquoi il faut revenir sur cette commémoration? D'abord, il y a quelques éléments à prendre en compte et quelques précautions à avoir. D'abord, d'où nous viennent les sources, et les sources qui sont à la disposition des historiens. Il n'y en a pas beaucoup. En 1970, au moment où on avait commencé à étudier cet événement, on avait interrogé un certain nombre de fils d'insurgés, de gens qui avaient, en 1970, ça fait 50 ans, les gens qui à l'époque avaient 90 ans, et dont les pères et les mères avaient été des insurgés dans les campagnes du Saint-Esprit, de Réunion et de Saint-Plus. Et à l'époque, eh bien, lorsque j'ai voulu avoir des documents, c'était extrêmement difficile. Le peu qu'il y avait aux archives départementales qui à l'époque se trouvaient, alors se trouve aujourd'hui France Antilles, eh bien, ça ne débouchait pas sur grand-chose. Alors, j'avais entrepris à ce moment un travail universitaire et j'avais pu obtenir très difficilement, parce qu'on ne voulait pas donner des sources qui se trouvaient soit aux archives de la guerre, à savoir le château de Versailles, soit à la gendarmerie, au siège de la gendarmerie en France. On ne pouvait pas me donner les documents. Il a fallu une intervention de mes professeurs d'histoire, une qui était spécialiste de la commune de Paris, et c'est pour ça qu'elle avait accepté que je fasse ce travail sur une insurrection du Sud.
Je pense que ça ramenait du côté des recherches qu'elle-même avait faites, mais aussi une dame qui était à Paris 1 et qui a été pendant plusieurs années présidente de la Ligue des droits de l'homme, qui sont intervenus auprès du ministre des Armées, Michel Debré, qui avait fait faire une enquête en Martinique. Et on leur avait dit que j'étais un dangereux indépendantiste et qu'il ne fallait pas me donner les documents. Les universitaires ont protesté et on a pu m'ouvrir un certain nombre de documents. Parmi ces documents que j'ai obtenus, eh bien, ce qu'on avait, il n'y avait pas, contrairement, j'entends dire qu'il y avait des minutes du procès. Il n'y avait pas de minutes du procès. Ça aurait été trop bien s'il y en avait. Il y avait un compte rendu. Et je reviendrai sur ce compte rendu. Un compte rendu qui, au début d'ailleurs, est un petit peu détaillé, et puis qui après en fait, se réduit au fur et à mesure pour ne pas parler des derniers procès. Et c'est publié dans un journal qui s'appelle Les Antilles. Et Les Antilles, ce document qui était resté en double exemplaire, du moins en deux parties, c'est un document qui était dans les archives de Victor Tchétchev. Et c'est dans les archives de Victor Tchétchev que j'ai pu avoir ce document. Et Les Antilles, c'est un journal qui est vénéré par la faction blanche créole qui est très attachée au club de l'Hermine, c'est-à-dire un club complètement ségrégationniste. Et le directeur de ce journal, c'est M. Leménard, c'est un colon blanc ségrégationniste, et c'est le principal acteur des milices anti-insurrection au sud et anti-manifestation populaire de Saint-Pierre, dont je parlais tout à l'heure, manifestation populaire en solidarité avec le comte de la Lagrange. Ça, c'est une première chose. Mais ces minutes du procès sont celles de tribunal, qui est un tribunal militaire. J'insiste sur ces sources, parce que ce tribunal militaire, avec toutes les craintes légitimes que l'on peut avoir de la logique de conseil de guerre, ça avait affaire à un conseil de guerre. Nous avons donc une méfiance totale, et je vous expliquerai pourquoi, sur la tenue de l'instruction, sur le système des interrogatoires, sur les recueils de témoignages, sur le contenu des réquisitions, sur la traduction des propos des témoins, des détenus et des inculpés. J'insiste sur ce dessus qu'il faut avoir une exigence de rigueur critique et ne pas prendre au comptant tout ce qui est dit et retranscrit dans ce document. Autre élément qui est extrêmement important, c'est que tous les autres témoignages d'époque que nous avons pu recueillir et que je cite sont souvent ceux d'adversaires d'insurrection. Vous avez le témoignage de Michel Leroy, qui est publié en 1872, 2 ans après l'insurrection, qui est un plaidoyer que lui-même mène, qui est ce qu'on appelle le plaidoyer Polomo, en 1872, sur son rôle dans l'écrasement de l'insurrection, et puis toute la correspondance qu'il a donnée à sa femme. Nous avons aussi la correspondance de Madame de Ménard, l'épouse d'Auguste de Ménard, dont je viens de vous parler, et qui est une dame Lucie de Fossarien, dont je cite d'ailleurs. Nous avons aussi la correspondance de Sœur Onésime, qui est la supérieure du couvent Saint-Joseph de Cluny, et le courrier qu'elle envoie donc à la supérieure des Sœurs du Saint-Joseph de Cluny à Paris, et courrier manuscrit que j'ai pu constater et photographier, y compris avec des amis d'ailleurs qui sont ici dans la salle, le courrier de Sœur Onésime chez la Saint-Joseph de Cluny. Nous avons, bien entendu, la correspondance administrative entre le maire, le guerre-pilote et le gouverneur, et puis entre le maire, le guerre-pilote et le
directeur de l'intérieur, aujourd'hui on parlerait de secrétaire général, et puis la correspondance des gouverneurs avec le ministère de la Marine et de l'écologie. Nous avons la prise de position aussi du baron de la Gatti, qui intervient dans ce procès et qui donne ses témoignages. Nous avons fait l'ouvrage de Souké Bastiège, qui paraît en 1880, c'est-à-dire 10 ans après les événements, et l'ouvrage qui s'appelle Le préjugé de race. Et cet homme fut avocat au procès, et pendant qu'il défendait soi-disant les détenus, il dénonçait toutes les horreurs des insurgés. Et puis, je disais enfin, il y a aussi l'ouvrage de Octave Ayotte sur les matériaux pour l'histoire agricole de la Martinique. C'est ça qu'on a comme document, comme témoignage. C'est peut-être un petit peu normal, parce que la plupart des insurgés étaient des analphabètes et ils n'avaient pas écrit, mais notamment nous reviennent. Ensuite, seuls 3 langues écrites de l'époque ont une orientation différente. Il s'agit du libelle du comte de la Lacroche, qui prend rigoureusement position en faveur des insurgés, mais ne veut pas la parole des insurgés, bien entendu. Et la population de Saint-Pierre prend fait cause pour lui lorsqu'il va publier son document et la ville est mise en état de siège pratiquement depuis octobre 1870, au moment de l'insurrection, jusqu'à mai 1872. Nous avons aussi la correspondance d'un ancien imam conciliateur de 1848. Il s'agit d'Alès Gardé, qui est devenu Marmelot, qui est devenu Gâtre, et écrit au ministre Crémieux. Et ce Gardé avait été un militant, ce Gardé avait été le militant qui, tout en condamnant l'insurrection, s'élevait fermement contre la position revanchable du Mélandrion. Et puis, j'insistais donc sur les différentes sources que nous avions sur cette insurrection et je parlais aussi de la position du Conseil général dans la décennie des années 1870 jusqu'à 1880 qui finalement, après l'insurrection, applique un certain nombre de revendications des mécontents du Second Empire et qui vote en 1880 une demande d'amnistie à joindre à celle des communards. Mais, par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'existe aucun écrit politique, aucune déclaration solennelle, aucune proclamation militaire des insurgés. On a simplement la correspondance d'Amante Jean-Marie avec le ministre, la correspondance de Villard avec elle, ne lui étant jamais parvenue. Toutes les accusations contre les insurgés ne se fondent sur aucune source écrite, ni sur des témoignages fiables et incontestables. J'insiste sur cela parce que je veux dire que lorsqu'après on s'appuie sur les documents de l'accusation et les documents du tribunal militaire, eh bien, on peut forger de mauvaises légendes alors que nous avons, à mon avis, une insurrection qui est un moment essentiel, qui est un moment fort, et qu'on n'a pas besoin d'inventer des mythes quand il y a à se poser un certain nombre de questions. Par exemple, comment l'enquête a été menée? Vous verrez, par exemple, dans l'ouvrage que j'ai écrit sur cela, sur l'arrest de Martinique, comment Amante Jean-Marie explique comment il a été interrogé par le juge Filassier. C'est quelque chose de terrible. Comment l'instruction a été bouclée, et en particulier on dit que si Villard a signé sa déclaration, Villard le dément au procès, il dit qu'on m'a imposé cela. Et j'ai dit que je n'étais pas d'accord, on m'a dit que ce n'est pas grave, etc. L'attitude du président Lambert, le président du tribunal, qui par exemple, pour faire parler les témoins, les emprisonne pendant 2, 3, 4 jours, en plein procès, puis les fait revenir 2, 3, 4 jours pour dire est-ce que vous maintenez
votre déclaration. Et les gens maintiennent leur déclaration. Et puis, parmi les 7 personnes qu'on avait dit qui étaient les chefs de l'insurrection, il y en a 2 que l'on acquitte, à savoir Élisée Germain et j'oublie le nom de l'autre là, on les acquitte en disant qu'il n'y a pas de charge contre eux, mais en fait ceux-là, ils avaient les moyens de se payer un avocat. Mais ce que fut aussi la défense des avocats. Par exemple, peu d'inculpés ont des défenseurs. Ou bien la fameuse plaidoirie de Souké Bazir dont je vous parlais, eh bien, il fait une plaidoirie, il dit « Je demande au tribunal de juger en conscience ce qu'a fait celui-ci, mais par contre, je veux vous parler de ce meurtre de Codé. » Et puis il parle pendant un quart d'heure en expliquant que Codé, c'est presque un dieu et que ça, c'est extrêmement grave. Voilà comme un défenseur, l'absence des avocats auprès des inculpés, même qu'il y a des avocats qui ne connaissent même pas qui est leur client. Sur le tribunal, on leur dit, mais un tel, c'est votre client à vous. Et enfin, leur vénerie devant le président Lambert, quand le président Lambert commet des monstruosités, eh bien, il préfère se taire. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est la question de la mémoire collective. Lors du centenaire de 1970, dont je vous ai parlé, les gens que nous rencontrions donnaient difficilement les témoignages pour certains d'entre eux parce qu'ils avaient peur. Et d'ailleurs, le maire de Rivière-Pilote à ce moment, qui était à son dernier mandat, il était à 5 mois de terminer son mandat, il s'agit de M. Soufandor, eh bien, il avait fait interdire la manifestation. Mais nous avions tout de même tenu la conférence. Les témoignages que nous avions retenus étaient vraiment maigres et très hésitants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Beaucoup de familles donnent des récits avec beaucoup de scènes magnifiantes, des embellissements, des enjolivements, qui montrent de toute façon, à travers ça, qu'il y a une fierté qui est retrouvée, mais qui font percer, à mon avis, un certain nombre de légendes et de mythes. Ça peut être très bénin, mais ça peut aussi nous entraîner sur des voies de gage. Venons maintenant aux caractéristiques de cette insurrection de 1870 et des manifestations de 1871. Je ne pourrais pas tout raconter, hein, je ne fais pas de pub, mais je pense que cet ouvrage de 150 pages qui décrit cela avec tous les documents peut vous donner les éléments. Il y en a quelques-uns à l'entrée. Bon. L'incident déclencheur, c'est l'affaire Lubin. Je ne reviendrai pas dessus, mais c'est surtout le procès qui a lieu le vendredi 19 août 1870. Et ce procès du vendredi 19 août 1870 débouche sur une condamnation au bagne, 5 ans de bagne, ce qui est incroyable pour une bagarre. On donne 5 ans de bagne, et lorsque vous êtes condamné à 5 ans de bagne, vous êtes condamné à 5 ans de réclusion supplémentaire. C'est-à-dire, quand on vous condamne à 5 ans de bagne, vous êtes au moins en Guyane pour 10 ans. C'est l'obligation. Ensuite, on lui donne une amende de 1500 francs qui correspond aux 4 ans de salaire d'un ouvrier agricole. Le jugement est unique parce qu'en plus, cette condamnation, ce type de condamnation ne peut se faire que pour les afro-descendants dans les Congos qui sont arrivés, les hindous et les chinois, mais on ne peut pas le faire pour un blanc. Si c'est un blanc qui est condamné à 5 ans de prison, il le fait en Martinique. Il ne va pas en bagne. Et il n'a pas non plus le doublement de peine. Et en plus, ce qui énerve les gens, c'est que Codé, qui est membre du jury, eh bien, il remonte à Rivière-Pilote le lendemain de ce 19 août, et à Rivière-Pilote, puisqu'il est propriétaire de la Monie, et au marin, il va faire des déclarations racistes en disant bon, moi j'ai fait condamner l'humain parce qu'un noir n'a pas touché un blanc, et puis parce que les blancs, ça représente vraiment le haut de la société, ce sont des lingots d'or, tandis que les mulattes, c'est pas grand-chose, et puis les nègres, ben, c'est rien du tout. C'est ce qu'il dit au lendemain de ce procès. Et là, face à cela,
il y a un premier élément qui est extrêmement important, c'est la spontanéité de listes de souscription. Sur les marchés du Marin, de Rivière-Pilote et de Sainte-Luce, et ça c'est intéressant à comprendre, c'est sur les marchés, c'est populaire. Eh bien, les gens font circuler des listes de souscription, mais cela se fait dans un climat de clandestinité, parce que nous sommes sous le régime du Second Empire. Ensuite, donc il y a un caractère populaire. Le deuxième élément qui intervient à ce moment, auquel ils n'avaient pas pensé lorsqu'il y a eu l'affaire Lubin, c'est le contexte qui existe en France de la guerre avec les Prussiens. Et à cause de cette guerre, d'abord, une partie du personnel militaire a été employée pour surveiller les ports de la Martinique, et puis une autre partie est envoyée en France pour rejoindre les troupes de Napoléon III. Mais à cause de cela, les jeunes de Rivière-Pilote se réunissent le mercredi 24 et ils vont créer ce qu'ils appellent un club de jeunes, où ils font circuler encore les pétitions. Et là, c'est un acte de solidarité avec l'humain contre l'injustice et la ségrégation. Et là, vous voyez toute la petite bourgeoisie de Rivière-Pilote, des artisans, des instituteurs comme Villard, ou bien des gens comme Pompilius, ou bien des commerçants, etc., qui se réunissent. Et vous avez une espèce de jonction à la fois de la petite bourgeoisie, des mulattes, etc., et des populations des marchés, parce que les gens qui vendent sur les marchés, c'est souvent des gens qui habitent eux-mêmes la campagne et qui viennent vendre sur le marché, comme c'est le cas, par exemple, de Lumina Sophie elle-même. Ensuite, la colère est forte au Marin, qui est la commune de Lubin, et à Rivière-Pilote, qui est la commune de Codé. Et la correspondance de Devenancourt, c'est le maire de Rivière-Pilote, et ça, nous avons cette correspondance, il écrit au gouverneur Manchil de Roanne au lendemain du dimanche 28 août. Je donne bien les dates. Et lorsqu'il écrit au lendemain du dimanche 28 août, il dit « Nous avions fait une fête patriotique pour célébrer notre armée et la victoire de notre armée, parce qu'ils sont persuadés que la France est en train de gagner. » Et là, la population ne vient pas, même que des jeunes se mettent à hurler en disant « Nous n'allons pas participer à votre fête patriotique parce qu'il y a l'un des nôtres qui est en prison à cause du racisme de Codé et du racisme des Blancs. » Et il écrit une lettre au gouverneur et il dit « La situation est extrêmement grave parce que les gens commencent à bouger. » Le gouverneur lui répond le 2 septembre en lui disant « Mais non, calmez-vous, c'est pas vrai, on va essayer de calmer le jeu. » Nous sommes au 2 septembre. Sauf que le 4 septembre, il s'est passé en France quelque chose, c'est la défaite de la capitulation de Napoléon III à Sedan. Alors on ne le sait pas en Martinique, mais la situation dégénère. On ne le sait pas en Martinique parce que les nouvelles prennent 35 jours pour arriver, sauf que la Havane, ainsi que les États-Unis, mais la Havane, le nord des Grandes Antilles, est reliée par un câble à l'Europe. Et que la nouvelle arrive à la Havane. Et qu'il y a des relations dans les Antilles, ça prend du temps pour arriver, mais il y a des relations. Et au bout de quelques jours, 5 ou 6 jours, les marins de Saint-Thomas disent qu'ils ont appris à la Havane que le gouvernement a été renversé. Ces marins de Saint-Thomas le disent à leurs copains marins de Saint-Martin, la partie française de Saint-Martin, qui le bruit court. Et le bruit commence à arriver en Martinique que probablement il y a proclamation de la République en France. Et au cours des quelques jours, la situation a dégénéré. Et il y a encore un courrier, le lundi 19 septembre, du maire de Rivière-Pilote, qui dit bon, attention, les gens disent qu'il y aura la République, je crains fortement qu'il y ait soulèvement. Il y a aussi une lettre de Madame de Ménard, la demoiselle Lucie de Fosarieux,
qui écrit à son fils le 19 septembre en disant « La situation est extrêmement tendue à Saint-Pierre et il faut faire attention sur nos habitations du beau monde. Je t'envoie des armes pour que tu puisses te protéger des hindous et des nègres qui vont venir attaquer. » Donc la situation est extrêmement dure et par conséquent, il y a là un retournement de la situation politique. Et là, les gens qui se croyaient vainqueurs dans le temps commencent maintenant à trembler et une partie de la population blanche de Rivière-Pilote se met à fuir. Le maire de Rivière-Pilote, de Venancourt, annonce qu'il y a des Blancs qui ont peur, qui partent. Et le pharmacien, les sœurs, un certain nombre de gens qui ont très très peur et qui disent que la population souhaite en fait la fin de l'Empire et puis que les gens commencent à dire, alors que c'est interdit, à dire vive la République et parce que pour eux ils pensent que cela va mettre fin au racisme. Ça c'est important à comprendre. Et pourquoi j'insiste sur ces éléments? Cela nous permet de voir tout le caractère spontané de cette révolution, tout le caractère non organisé. Alors ça, je me suis toujours opposé aux gens qui disent que c'était le cri patriotique, que c'était l'organisation patriotique, c'était la tenue de drapeau patriotique, c'était la volonté de l'indépendance parce que c'est écrit dans le procès, puisque dans le procès on accuse les inculpés de vouloir faire de la Martinique un nouveau Saint-Domingue, c'est-à-dire une nouvelle Haïti, etc. Il y en a même qui disent, regardez bien toute la situation qui se passe dans la Caraïbe à l'époque, comme la Morant Rising de la Jamaïque, en 1868, qui a d'ailleurs, avec Google, beaucoup de ressemblances avec l'insurrection du sud de la Martinique. C'est une affaire raciste qui démarre, etc. D'ailleurs, c'est un problème général que l'on trouve dans toutes les sociétés post-coloniales, qu'il s'agisse de la Jamaïque, dont l'abolition avait été proclamée en 1838, qu'il s'agisse de la Martinique, qu'il s'agisse de la Guadeloupe, quand il y aura plus tard l'affaire Sénégal, mais qu'il s'agisse des États-Unis après 1865, il y a toujours cette espèce de réaction de ceux qui ne veulent pas admettre le changement et qui essaient de continuer les préjugés ségrégationnistes. Et on retrouve ça aussi au Brésil, après l'abolition de l'esclavage au Brésil. On retrouve ça. D'ailleurs, ce qui est important dans l'histoire, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'histoire comparative, c'est-à-dire d'aller dans toutes ces sociétés post-abolitionnistes qui ont connu à peu près les mêmes problèmes que ceux qu'on a connus en 1870. Et donc, par conséquent, vous avez une insurrection qui n'est pas fortuite, puisque j'ai donné les causes. Je n'ai pas donné les causes lointaines parce que ça nous ramènerait à trop loin, mais à tout ce qui a été, tout ce qui a déferlé sous le Second Empire contre les victoires qui avaient été obtenues en 1848. Je ne vais pas en parler là parce que ça va être trop long. Mais cette insurrection, eh bien, lorsque la nouvelle arrive, le mercredi 21, officiellement en bateau, et que le maire de Rivière-Pilote est appelé à proclamer la République, ainsi que le gouverneur, le maire de Rivière-Pilote réunit la population le jeudi 22 au matin, où là, officiellement, maintenant, on annonce que la République existe. Alors, c'est une grande réunion qui se fait devant l'église. Là où se trouve aujourd'hui la statue qu'on a bien. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait là un arbre de la liberté qui avait été planté en 1848. Et dans cet arbre de la liberté, solennellement, le maire de Venancourt dit voilà, c'est la République. Et les gens qui sont présents, les 200-300 personnes qui sont présentes, eh bien, ils ont 4 cris. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Le premier, c'est libérer le peuple. Si maintenant, il y a c'est la République, libérer le peuple.
Le deuxième, c'est enfermer Codé. Il y en a même qui disent en nous tuer Codé. C'est surconnu. Le troisième cri, c'est vive la République. Et puis le quatrième cri qui va être pris au procès comme étant quelque chose d'extrêmement grave, c'est qu'il y a des gens qui disent vive les Prussiens. Comme les Prussiens ont battu Napoléon III, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, par conséquent, on applaudit les Prussiens. La foule va se mettre à grossir à partir de ce moment. Dans l'après-midi, à partir de 15h, la foule grossit entre 15h et 19h. J'insiste aussi sur ça. Ça veut dire qu'il n'y avait rien de préparé. Il n'y avait pas on descend aujourd'hui 22 aller attaquer la foule. Parce que dans les campagnes environnantes, on apprend que la République est proclamée. Et donc la foule descend au fur et à mesure. Et en plus, on les informe de la nouvelle situation institutionnelle. La foule, les hommes et les femmes, par conséquent, disent vers 19h, ouais, le temps que ça a pris quand même, depuis le matin, ils disent eh bien, on va monter chez Codé. On va monter chez Codé. Le maire, qui est encore là dans la rue, qui s'en place jeune, il se propose de les accompagner, d'aller avec eux. Sauf qu'il a déjà fait appeler la troupe qui est au marin. Il a fait appeler la troupe qui est au marin, mais il se propose de les accompagner. Et il arrive à faire la foule rester sur place pendant un certain moment. C'est-à-dire que les gens n'en voient même pas le maire. Et le maire, donc, va les accompagner vers 8h du soir. On part. Donc le maire accompagne. Voilà encore un autre élément. Et en plus, parmi les gens qui sont là, eh ben, il y a Lumina Sophie qui est sur la place. On la dénonce comme plus tard, comme étant présente avec 2 pierres dans la main. Et lorsque elle apprend ça, elle est sur la foule, et il y a un enchaînement. Par conséquent, qui se fait. C'était un rassemblement au départ. C'est une foule qui a grossi. C'est une manifestation de plus en plus forte. On marche sur la Monie. Et puis, arrivé à la Monie, il y a des heures avec Georges, le gardien, ils empêchaient d'entrer à la Monie sur le petit pont qui a à l'entrée de la Monie. Georges est tué. Et la troupe que le maire avait fait demander, eh bien, remonte. Et lorsque cette foule redescend, on tire sur elle. Il y a 2 tués. Et à partir de ce moment, c'est l'insurrection. C'est l'insurrection parce que les gens partent dans les campagnes. Et qu'il y a ce qu'eux, ils appellent les bandes armées. Et donc, pendant la nuit, alors si vous connaissez bien Rivière-Pilote, et en particulier à partir de la Monie, et juste derrière, il y a le Mont-de-Vent et le Mont-de-Ventais, et en particulier pour ceux qui ont déjà fait cette marche derrière la Monie, à travers la campagne, qui vous amène à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Croix-Codé, mais qui est en fait le Mont-de-Vent et le Mont de la Renée. Il y a le Mont-de-Vent et le Mont de la Renée. Pourquoi on appelle le Mont de la Renée? Parce que le gars qui habitait là, il s'appelait René et il s'appelait Corail. Alors après, c'est le centre d'ailleurs des René Corail. Parce que vous avez là, tous les gens de ce quartier s'appellent encore René Corail. C'est de là qu'ils sont. Et là, vous avez l'arrivée de groupes d'insurgés, dont Lumina, qui remonte sur le Mont-de-Vent, qui descend sur l'habitation Beauregard et Fougainville. Vous avez les groupes de Telga qui arrivent de Saint-Plus, parce qu'il est bouché à Saint-Plus, et qui arrivent avec des gens des campagnes. Il a dit, lui, il a un cheval, il l'avait, c'était son cheval de métier, parce qu'il était marchand boucher. Il allait vendre sa viande dans les campagnes de Saint-Plus, du Marin et de Rivière-Pilote, et il vient donc avec cette troupe où c'est des gens qui ont des bâtons, des pics en bambou, etc. et tout, et il appelle ça son armée. Et puis il y a surtout, tout au nord de la Régale, au pied du Mont Honoré, et bien la Caille, qui tout de suite, dans cette nuit même, décide d'aller occuper l'habitation qui est à côté, l'habitation Terrier. Terrier, c'est
ça donne sur Petit Bourg, rivière Pilote, au pied de la Régale, et à partir de ce moment, l'insurrection commence. Ce qu'on constate, c'est que dans la nuit du 22, dans la nuit du 23 et dans la nuit du 24, je dis bien la nuit, c'est le moment où les insurgés se prolongent dans toutes les campagnes. Il y a plus de 22 habitations qui sont attaquées, mais dans les habitations, on brûle les gaz à bagasse. On a brûlé très peu de maisons de maître. Alors oui, on en a brûlé à... Chaque fois, j'oublie ce nom, à Crève-Cœur. On a brûlé des Crève-Cœur. On a brûlé aussi la Maison Rouge, là où habitait un moment Salvat Charles, lorsqu'il est venu en Martinique sur la route entre le Marin. On a brûlé la maison de Codé, ça a été une maison qui a été brûlée. On brûle surtout des gaz à bagasse et en particulier, on s'attaque aux écuries, aux animaux, aux bêtes. Bon, on part avec des bêtes, des moutons, des bœufs, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, on s'alimente en coco, en différents fruits, etc. Mais on se bat surtout la nuit. Et par contre, tel gars a un comportement un peu plus organisé. Il décide d'occuper le bourg de Rivière-Pilote. Il décide d'occuper le bourg de Rivière-Pilote avec ce qu'il appelle son armée, et il va voir le maire en disant que bon, il est prêt à négocier. Et le maire lui dit bon, j'irai rencontrer le gouverneur pour faire libérer Lubin. Et tel gars lui dit bon, il faut y aller. Il faut aller parce qu'on attend. Sauf que le maire, il fuit en fait. Il ne part pas pour aller négocier, il fuit et il va rejoindre en fait le gouverneur pour demander plus de troupes, de répression. Et puis ensuite, tel gars est donc en train d'attendre dans la journée du jeudi 23 jusqu'au vendredi, jusqu'au samedi 24 matin, lorsque les troupes débarquent et tel gars est obligé, après avoir occupé le bourg plus de 36 heures, de fuir et dans les campagnes. Autre-temps, il s'est passé aussi autre chose, c'est que Codé qui faisait le fanfaron au lendemain du procès, il a été averti que la foule montait chez lui, il a pu fuir dans la nuit du 22, mais il est caché dans les campagnes. Alors, il est caché dans les campagnes et il est en fait logé dans un parc à cochons. Et il y a une fille qui lui apporte à manger, une enfant qui a 9 ans, qui est morte en 1937 ou 38. Cette fille qui lui apporte à manger et qui le nourrit. Alors, je ne vais pas nommer le nom de cette fille, ni son père, mais son père a été un personnage important dans la vie politique martiniquaise, puisqu'il a même été député à un moment, et qui lui donnait à manger, sauf que le matin du samedi 24, c'est dur de rester quand même dans un parc à cochons, dans tout ça dedans, il sort un peu et il est reconnu par Madeleine Clem, et c'est la fameuse mort de Codé le 24 août. L'insurrection a pris donc une extension importante, puisqu'elle a occupé 8 communes du sud, non seulement Rivière-Pilote, le Marin, Saint-Plus, avec l'usine de Trois-Rivières, mais la commune de Saint-Plus, le Marin, Sainte-Anne, le Vauclin, Saint-Esprit et Rivière-Salée, Petit-Bourg. Tout ça a été ensuite, on a peur de l'extension sur le François, sur le Larentais, sur le Ducos, et là, le gouverneur fait mettre des barrages, et puis on craint surtout que cela n'aille dans le nord, et par conséquent, on proclame l'état d'urgence et l'état de siège pour le sud, mais l'état d'urgence pour le reste du pays. En outre, les occupations de terre se sont multipliées, non seulement à Thierry à Régal, mais à Debé-en-Ménil, à Pété-en-Maillé et aussi au Marin. Voilà donc
toute une série importante pour comprendre, sauf que l'insurrection bascule à partir du lundi 24 pour plusieurs raisons. D'abord parce que les insurgés, ils n'ont eu que des positions défensives, ils se sont battus la nuit, ils se sont battus fortement, ils ont attendu qu'il y ait la libération de Lubin, mais qu'une partie de la petite bourgeoisie qui soutenait le mouvement au départ et qui était partisan, bien entendu, de la libération de Lubin, n'était pas d'accord avec l'insurrection. Ça a par exemple été le cas de Villard, puisque le maire de Vénancourt, sentant que la situation lui échappait, sur la place du bourg, avait proposé le jeudi, le lendemain de la proclamation de la République, qu'il allait démissionner et qu'il allait donner des postes d'adjoint à Pompilius et à Villard. Sauf que Villard est arrêté par l'armée. Lorsque l'armée arrive le 24, Villard est arrêté à partir de ce moment. Il y a encore un autre point que j'entends sortir ces jours-ci, c'est la question de la République. Il y a un attachement très fort de l'élite noire et mulâtresse pendant le Second Empire à la question de la République. Et c'est devenu mythique, c'est-à-dire que la Première République, celle de 1794, c'est celle qui avait prononcé le fameux décret du 16 Pluviose en 2 et qui avait proclamé l'abolition de l'esclavage, qui n'a pas été effective à la Martinique, puisque la Martinique a été livrée aux Anglais par les Béguins. Ensuite, il y a l'idée qu'en 1848, c'est avec la Révolution de 1848 et la Seconde République que le décret du 27 avril est venu renforcer ce qui s'est passé le 22-23 mai, avec déjà une idée de biffer ce qui s'était passé le 22 et 23 mai. On ne parlait plus tellement du 22 et 23 mai, on parlait que du décret du 27 avril, qui était une manière de faire oublier que, en fait, l'esclavage avait été aboli avant l'arrivée de ce décret du 27 avril, et que lorsque le décret du 27 avril est arrivé, on a été obligé de le modifier, puisque, en principe, lorsque le décret arrivait, on ne pouvait proclamer l'abolition de l'esclavage que 2 mois après. Mais là, c'était impossible de venir dire aux gens le 4 juin 1848, écoutez, vous vous êtes libérés il y a 10 jours, mais comme le décret dit que c'est le 4 août que vous allez être libre, retournant l'esclavage. Donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas faire, et comme il n'y avait pas de WhatsApp, et qu'il n'y avait pas non plus de câble, et qu'il n'y avait pas de téléphone pour appeler le gouvernement français, et bien Périnon, qui était commissaire de la République, se trouvait devant un grand problème juridique. Il modifiait un décret de ce gouvernement alors qu'il n'en avait pas l'autorisation. Mais il le modifiait parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Ça, c'est une affaire. Toujours est-il que les gens disent la République, c'est quelque chose d'important. En plus, la République, la Deuxième République, avait apporté l'école, en particulier, une école primaire gratuite pour les garçons et pour les filles, à partir de 1838, gratuite, ce qui n'existait pas en France, et qui faisait que tous les enfants de plus de 6 ans et jusqu'à 9 ans étaient obligés d'aller à l'école, au moins, pour apprendre à lire et à écrire, et eux, ils sont opposés. Ensuite, donc ils disent qu'avec la Troisième République, eh ben, ça va être quelque chose d'important. Sauf qu'il y avait presque 2 oublis. C'est que la Seconde République, qui a pris le décret du 27 avril, par contre, dès le mois de juin, était devenue très conservatrice. Et au mois de décembre 1848, avait fait élire comme président de la République Louis-Napoléon Bonaparte, qui lui-même deviendra empereur et fera le Second Empire, et va prendre toute une série de lois.
Et la Troisième République, ça va être la même chose. Cette Troisième République qui est proclamée en 1870, eh bien, elle est proclamée, mais les républicains modérés qui ont pris le pouvoir n'ont pas la force politique, tout comme les autres ne l'avaient pas en 1848, et on va retrouver à la tête du jeu politique des gens comme Thiers, Adolphe Thiers, qui est un monarchiste. Et Thiers devient président du conseil exécutif, sauf qu'en étant président du conseil exécutif, il se rend compte, mais finalement, ça ne marche pas si mal que ça. Et puisqu'il y a division entre les royalistes, légitimistes et orléanistes, eh bien, il est prêt finalement à accepter une république conservatrice à partir du moment où elle respecte les droits de la bourgeoisie. Et donc, c'est là qu'il y a cette espèce de rupture entre l'élite noire et mulâtresse et la population noire de la Martinique, parce que cette population qui s'est soulevée, une grande partie de cette élite noire, eh bien, refuse de suivre la révolte, estime que la révolte pose problème. D'ailleurs, ils ont la même position que Schellcher. Vous savez que Schellcher a écrit un ouvrage sur l'insurrection du Sud qu'il a appelé le complot de la torche et du coutelas. C'est-à-dire, il condamne cette insurrection et par conséquent pose le problème d'un nouveau jeu politique dans lequel je ne vais pas rentrer, mais on arrive par conséquent à avoir toute une situation politique qui renverse le jeu politique et qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui et qui nous oblige à avoir toute une réflexion à propos de cela. J'ai été très court, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais j'ai voulu surtout donner quelques points d'appui sur la question de l'insurrection, que j'appelle l'insurrection de Martinique, parce que je n'ai pas développé cette partie. Tous les événements se sont déroulés à Saint-Pierre jusqu'en mai 1871. Mais ma meilleure invitation, c'est de vous inviter à le lire. Si vous ne l'achetez pas, lisez-le en bibliothèque. Et si vous l'achetez, c'est bien, je vais avoir mon argent. Mais c'est pas grave. Philippe. Oui, bon, il est déjà 19h30, on va un petit peu concentrer les choses parce que en réalité, ce que je dois faire, c'est un petit peu introduire une discussion et une réflexion sur le rapport histoire-politique, sur le rapport lutte d'hier et lutte d'aujourd'hui, et sur un certain nombre de débats qui traversent le monde militant sur ces questions. C'est important parce que la compréhension de l'histoire est toujours un élément de la conscience nationale d'un pays. Mais cette idée générale est plus vraie dans des pays comme la Martinique, la Guadeloupe, par rapport aux circonstances de la formation du peuple et de la nation martiniquaise. C'est des éléments qui sont extrêmement importants parce que c'est à travers ce déroulement historique qu'on a commencé à prendre conscience de l'originalité de nos entités et donc de la question nationale. Aimé Césaire met dans la bouche du roi Christophe une phrase extrêmement terrible. Et il vous dit, le roi Christophe dit, ce peuple qui n'a pour toute conscience nationale qu'un conglomérat de ragots.
où toute conscience naissante est un conglomérat de rangs. Et quand on se réfère à la révolution haïtienne, bon, on comprend un petit peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire la nécessité qu'il y a de ne pas réduire les phénomènes aux légendes et aux caricatures qui sont colportées. À l'époque, c'était essentiellement oral. Les sources orales de la révolution haïtienne, sont des sources extrêmement volumineuses. Bon. Et je pense que nous devons nous inspirer de cette chose. Bon, non pas pour dire que nous sommes face à des conglomérats de ragots un peu partout, mais pour dire que il nous faut voir l'histoire, il nous faut réfléchir sur les différents événements que nous commémorons, en prenant conscience que l'histoire, ce n'est pas simplement une succession de dates. Voilà, il y a eu 89, il y a eu 1848, il y a eu 1970, il y a eu etc. Bon, comme dans la belle chanson de Mon Désir. Bon. Et pas ça, l'histoire nous impose, si on veut arriver à une compréhension réellement, que l'on fasse ces liens et que l'on dépasse simplement les dates phares, que l'on les relie à ce qu'il y a avant, à ce qu'il y a après. Bon. Parce que la construction de légendes, la construction, l'héroïsation exagérée de ceci et de cela, finalement, ça n'est pas un remède pour les blessures de notre histoire, ou si c'est un remède qui n'est pas efficace, parce que c'est un remède qui n'établit pas un diagnostic, qui ne parle pas de la vérité, et qui ne mesure pas non plus quel est l'état de nos capacités de résistance. Hein. Bon, on ne mesure pas tout ça. Et ça, c'est important pour savoir comment nous orienter. Notre histoire, qui est souvent une histoire portée par des militants, ou encore un petit peu de choses comme ça, on est obligé quand même de faire la part des choses et de rectifier en passant deux ou trois petites affirmations comme ça. Et sur le Psaume 70, vous avez vu déjà dans l'exposé de Gilbert comment il y a à dire. Mais on pourrait remonter avant, prendre d'autres exemples. Bon, je ne sais pas si vous prenez 1848, on est consolé parce qu'on a le nom de Roumain, on a l'esclave roumain. Et on a un petit peu l'impression que c'est le tambour de l'esclave roumain qui fait qu'il y a eu l'insurrection, le soulèvement de Méduse à Montaigne. Bon, on voit les choses réellement. Roumain était déjà libéré, les choses étaient déjà rentrées dans l'ordre. Bon, et puis c'est lorsqu'en fait les gens sont rentrés vers le prêcheur, etc., qu'il y a eu cette fusillade, qu'il y a eu ce massacre, et que donc le véritable soulèvement, la véritable insurrection, la véritable révolution a eu lieu. Bon, où était Roubaix là, on ne sait pas, personne ne sait par la suite d'ailleurs des choses. Bon. Donc les gars qui ont encerclé la maison de Sanois, celui qu'on a tué là, on appelait Moïse, bon, ils ont en train de jouer, ils ont un rôle plus important que Roubaix, mais on retient Roubaix comme ça et on fabrique un petit peu des légendes. Bon. Il y a plein de choses comme ça. Ça fait très marxiste de dire, voilà, l'abolition de l'esclavage va être abolie parce que le système ne correspondait plus économiquement, il était condamné. Alors on dit ça, les marxistes, on met l'économie. Bon, mais en réalité, ça nous aide très peu à comprendre les spécificités du mouvement qui a conduit à l'abolition en Martinique. Ça nous aide très peu à comprendre ça, parce que bon, c'est vrai qu'en Angleterre, plus développé, bon, ça s'est fait avant 1933, mais si vous regardez pourquoi est-ce qu'il y a eu ça en 1848 à Martinique, et puis beaucoup plus tard aux États-Unis, après la guerre civile, beaucoup plus tard au Brésil, beaucoup plus tard à Cuba, bon, on
comprend pas ça si on se maintient à cette phrase, voilà, c'était condamné économiquement. Non, il faut regarder précisément les choses chaque fois. De même, ça fait radical de dire, voilà, l'abolition de 1848 n'a rien aboli, l'esclavage était maintenu quand même, c'est un mythe, c'était, bon, pas pour ceux qui sont sortis. Mais surtout, ça ne nous permet pas de comprendre ce que je me rappelais, à savoir que les avancées qu'il y a eu pendant le début des événements en 1848, au lieu de coup d'arrêt radical, après la répression de juin 1848 des ouvriers à Paris, et après Bonaparte, le coup d'État, le 2 décembre, etc. Bon, on ne comprend pas réellement ce qui s'est passé en 1870 si on ne sait pas qu'il y a eu ce mouvement, il y a eu un flux, il y a eu un refus, et le refus était terrible. Et le refus a été tel que les gens ont commencé à penser qu'il y avait un rêve de rétablir l'esclavage. Et ça, c'est l'un des ressorts aussi de 1870. On se crainte que ce régime raciste, que ce régime oppressif, que ce régime qui a pris des mesures revenant sur les conquêtes de 1848, bon, ça signifiait qu'il y avait ce désir. Ça a été un des ressorts des choses. Et donc, je dis ça pour bien montrer que il ne faut pas se maintenir à tel et tel événement point. Il faut regarder l'évolution des choses, le mouvement des sociétés pour les comprendre et pour comprendre où nous sommes. Alors, bon, je vais parler de ce débat qui n'est pas vraiment mené parce que les choses sont un peu souterraines, c'est des non-dits sur le caractère indépendantiste du mouvement de 1870. Bon. Alors, ceux qui défendent cette thèse-là, bon, ils essaient de scruter le moindre propos que l'on attribue à tel ou tel de ces dirigeants de l'insurrection pour dire que, pour en tirer des conclusions terribles. Bon. À la limite, on peut dire que, bon, fouiller le fort intérieur de tel gars, la caille, bon, etc. Bon, ça peut être intéressant si on veut. Mais en réalité, bon, je viens de rappeler, on ne trouve pas grand-chose qui puisse étayer cette thèse-là. Et puis surtout, on peut se demander, parce que c'est vraiment ça l'important, c'est-à-dire tel ou tel pensée de tel ou tel animateur du mouvement. Est-ce que le plus important, c'est pas de regarder réellement quelles étaient les dynamiques qui sont en jeu, quelles étaient les positions de classe par rapport à ces différentes dynamiques, quelles étaient les compositions de classe des insurgés et de leurs dirigeants, et de réfléchir sur quel rapport ça pourrait avoir avec précisément la possibilité de poser la question nationale. Bon. Est-ce que c'est pas ça qui est plus intéressant et plus important, c'est-à-dire bon, réfléchir sur ce que c'est. Et en fait, le premier, à ma connaissance, qui est essayer de donner une petite définition de septembre 1910, c'est un peu Nicolas, Armand Nicolas, qui dit la chose suivante, qui dit, voilà, c'est la dernière révolte esclave, et c'est la première révolte ouvrière. C'est quelque chose qui est à la jonction des deux. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a l'idée un petit peu de transition, l'idée un petit peu qu'il y a des formes de lutte qui sont des formes de lutte qui rappellent le combat contre l'esclavage. Bon, donc c'est pour ça que c'est la dernière révolte. Et puis, Nicolas a bien senti que bon, il y a une composition ouvrière, ce qu'on appelle les cultivateurs, qui sont des ouvriers en majorité, bon, qui jouent un rôle et qui préfigurent un petit peu le mouvement ouvrier qu'il y a eu après. Bon. Je trouve que c'est intéressant comme manière de voir, sauf que quand même, ça n'est pas encore le mouvement ouvrier moderne.
c'est manifeste, donc c'est un petit peu anticipé au début de ça. Les premières grèves ouvrières ont eu lieu une dizaine d'années après 1970, donc vraiment, d'une part. Et puis de l'autre côté, en même temps, c'est un peu plus que mouvement ouvrier, parce qu'il y a des thèmes, il y a des aspirations, il y a des sentiments qui sont plus que simplement la question de l'organisation des travailleurs. Bon. Donc, par conséquent, quand on prend en compte tout ça et qu'on réfléchit sur les dynamiques, on a l'impression qu'il y a quand même des moments dans ces journées qui ont été décrits. Il y a des phases. Et il y a des phases dans l'ensemble du mouvement lui-même. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il y a l'impression que les deux symboles du conflit, c'est d'un côté, Lubin et Odé. C'est le combat de Lubin contre Odé. C'est le combat de tous ceux qui sont contre la justice coloniale représentée par Odé, et puis tous ceux qui sont pour l'ordre blanc, dominant, etc., représentés, symbolisés par Odé. On a l'impression que c'est un peu ça au début. Et arrivé au début, c'est ça la préoccupation. On veut que Lubin soit tiré, et puis on veut que Odé soit châtié. C'est ça les choses. Donc c'est deux mondes qui s'opposent. Mais quand vous prenez la sociologie de tous les dirigeants qui sont là, tout cela, c'est pas le prolétariat. La case propriétaire, tel gars, il a une situation où il est couché, bon, il a son cheval et c'est vraiment, Villard, c'est un instituteur, bon, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt quand même des dirigeants qui sont issus de la petite ou moyenne bourgeoisie, mulâtre ou nègre ancien libre. Bon, c'est plutôt ça qui est la composition des choses. Bon. Et dans un premier temps, les masses se retrouvent dans ça. Il n'y a pas de doute. On ne va pas dire que c'était la petite bourgeoisie qui se battait seule pour qu'on s'en prenne à coder, pour qu'on libère lui-même. Non, c'était populaire, c'était quelque chose d'important. Mais il y avait une espèce d'union pour quelque chose qui est contre les revanchards de l'esclavage, contre les rétrogrades les plus acharnés, contre les béquets, contre la gendarmerie qui vient réprimer, bon. Et puis pour plus de liberté, contre le racisme, etc. On a l'impression que c'est ça. Bon. Mais à mesure que les cultivateurs de eux-mêmes entrent plus profondément dans la danse, à mesure où on commence à entrer sur les habitations, brûler, etc., faire des camps, on se rend compte, et d'ailleurs quand on examine la liste des personnes qui sont allées en procès et tout, on se rend compte que là, la composition sociale est quelque chose qui est différent, qui est beaucoup plus prolétarien, si on veut. Et donc, quand on examine ça, on se dit que, très certainement, on peut avoir des centaines, des milliers d'ouvriers agricoles ou de très petits paysans qui entrent dans un combat, même si on a toujours l'idée que, bon, Lubin n'est pas libéré, bon, mais forcément, un certain nombre d'aspirations ne peuvent pas ne pas apparaître. Ce sont des aspirations qui sont liées à la misère que ces couches sociales les plus exploitées subissent. Bon, donc ça apparaît. Du côté des dirigeants, ils commencent peut-être à avoir un petit hiatus, parce que eux aussi ils sont contre l'ordre ancien, eux aussi ils sont contre la domination des béquets, le racisme, ils sont un peu comme ça. Bon. Mais quelle est la logique de mouvement d'ouvriers agricoles, de paysans pauvres qui entrent à l'insurrection et qui affrontent les béquets, qui affrontent l'autre? Quelle est la logique de ça? La logique de ça, c'est une logique qui potentiellement remet en cause l'organisation globale de la société, remet en cause la répartition des terres, remet en cause tout cela.
Bon. Et ce qui se passe, c'est que pour qu'il y ait eu, pour que ça débouche sur le mouvement national, pour qu'il y ait une transcroissance de la lutte du début pour les choses démocratiques, antiracistes, bon, pour que ça passe à quelque chose qui serait une vraie revendication nationale, il aurait fallu que les dirigeants épousent totalement, profondément, les aspirations les plus profondes des masses, parce qu'ils n'auraient pas pu affronter le système, affronter l'ordre français, s'il n'y a pas cette cohésion. Et ça, c'est quelque chose qui était un petit peu difficile à espérer de ces couches-là. Parce que ces couches-là elles-mêmes, elles ont un petit pied dans un certain nombre de privilèges, des situations plus intéressantes que celles des ouvriers agricoles les plus malheureux qu'il y a dans cette période. Donc, je pense que ce qui est intéressant peut-être comme réflexion à faire, c'est de comprendre qu'il y avait une dynamique là qui aurait pu être extraordinaire, pu être débouchée sur une aspiration nationale, bon, réelle. Je ne dis pas ça pour me faire le film à l'envers, ce serait ridicule, ça n'a pas de sens, mais pour bien comprendre les choses, pour en tirer un certain nombre de conclusions qui sont utiles pour nous. Bon. Et ça part de quel que soit les rêves peut-être. Bon, on peut très bien imaginer que oui, Haïti c'est quand même connu. Pourquoi est-ce que quelqu'un n'aurait pas l'idée de dire tiens, on pourrait faire comme en Haïti, une seconde république. Bon. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de manifestation de ça, il n'y a pas de preuve de ça, il n'y a pas d'éléments comme ça. Et puis, la suite des événements montre que cette thèse-là pose plus de problèmes qu'elle permet de comprendre les choses. Parce que s'il y avait ça, il y a une série de questions qui se sont posées. Pourquoi est-ce que si on a cette option nationale, pourquoi cette histoire de machin défensif qui a été appliquée, bon, pourquoi ça? Non, ça aurait supposé autre chose. Comment est-ce qu'on aurait pu imaginer un mouvement indépendantiste qui aurait caché ses buts aux gens qui sont dans le combat, qui mettent le feu? Pourquoi ils auraient caché ça? Comment ils auraient espéré gagner sans que les principales forces, les principales troupes, puisqu'ils parlent d'armée, soient dans le conseil? Ce serait inconcevable. Bon, autre chose qui serait inconcevable, ce serait l'attitude même des dirigeants dans le moment fatal, dans le moment crucial. Bon, c'était quand même assez évident que là, on avait des condamnations à mort. Ce n'était pas une surprise réelle. Bon, on n'a entendu aucun d'eux sur le peloton dire l'indépendance pour dire quelque chose, bon, sachant qu'on est foutu de toute manière, pour traduire, disons, quelque chose si on l'a pensé profondément. Bon, on n'a pas ça. Pas ça. De même, on n'a pas des propos tenus par ceux qui sont vécus, par ceux qui sont partis, ou ceux qui ont réussi à s'échapper. Bon, si on est dans un mouvement national, bon, ce serait difficile que tout ça disparaisse. Mais ce qui est certain, pour revenir à l'hypothèse de départ, c'est que s'il y avait eu cette transcroissance de ce combat extraordinaire, de cette mobilisation remarquable, de ces centaines de gens qui se posent la question de la résistance armée à un pouvoir farouche. Bon, si ces choses remarquables étaient allées jusqu'à une perspective nationale, l'histoire de la pandémie aurait été différente. Quel que soit le résultat de cette insurrection, parce que s'il y avait ça n'était pas gagné non plus d'avance. Mais des centaines de gens s'armant et se battant pour une date comme ça aurait fait quelque chose qui aurait rendu irréversible
irréversible le mouvement national en question. Bon, or, on assiste à un phénomène, c'est que 1870 entre dans l'oubli pendant un siècle, quoi. Et refoulé de manière terrible. La seule chose qui reste, c'est l'expression, et par exemple, qui brûle beaucoup bonnet. La seule chose qui reste, c'est-à-dire une espèce de culpabilité qui a été imposée par le système. Et ça c'est un élément qui t'a approuvé que ce n'est pas vraiment ça. Bon. Mais on voit que ça aurait été autre chose. Si bien que la première leçon que je crois qu'on peut tirer ces événements pour nous aujourd'hui, c'est qu'un mouvement national martiniquais n'a de chance de l'emporter réellement que si il implique les masses les plus profondes du peuple, le prolétariat, les éléments les plus exploités. Même si le prolétariat a changé de forme, de composition, de structure économique, que ça, on sait ça très bien. Mais un mouvement national qui n'arrive pas à prendre pied dans le cœur de la nation, c'est-à-dire les ouvriers, les paysans, pour parler langage ancien, c'est pour ça qu'il ne va pas arriver. Et on n'est pas arrivé au instant en 1870 parce qu'on n'a pas eu ça. Je pense que cette chose-là reste une vérité et reste une leçon importante. La deuxième leçon qui me paraît frappante, c'est la compréhension de l'habilité et de la puissance de l'État, comme l'État français, de son expérience en matière de domination de classe et de domination coloniale. Et je pense que 1870, c'est un exemple phénoménal de ça. Le nommé Manché de loin du gouverneur qui est là, le gars se vote. Bon, il y a un petit peu de retardisme personnel, mais il y a quand même là une habileté qui ne vient pas de quelqu'un qui n'a pas connu, qui n'est pas installé dans un état vraiment entraîné dans ça. Parce qu'ils se vendent de quoi? Ils se vendent du fait que les béquets sont en train de dire ouais, on va faire venir des Anglais, des soldats anglais de Trinidad pour battre les machins. Je dis non. Je dis non, que ce n'était pas nécessaire. Bon, donc, probablement, une conscience précise quand même des situations et des rapports de force qui ne sont pas dans n'importe qui. Les béquets, laissés à eux-mêmes, pourraient faire ça comme ils avaient fait en 1994. Bon, ils auraient appelé les Anglais pour battre l'insurrection. Moi, chez le loi, dit non. Je leur ai dit, j'ai arrêté ça. Première habileté. Deuxième habileté. Bon, j'ai réprimé net le machin pendant ça. Il fallait réprimer, casser ça net. Oui, ils se vendent de ça. Là, il a maté. Bon, ouais, il ne fallait pas laisser les choses traîner. C'est l'expérience qui parle là. Bon. Et puis, troisième habileté. Pendant que tous les colons sont en train de réclamer sus aux insurgés, écraser ça, faites une répression, faites une séminaire après qu'ils ont vaincu, lui dit non, c'est fini, il faut se calmer là. Et il prend des décisions pour calmer les choses. Bon, ça, c'est un État qui a une puissance et qui raisonne en fonction de l'intérêt des béquets en tant qu'ensemble, ce que les béquets eux-mêmes sont incapables de faire. Parce qu'ils sont sur leur machine, ils voient leur truc, mais ils ne voient pas les choses de l'autre. Ça, c'est un État qui peut faire ça. Et l'État français, bon, il nous a donné d'autres exemples aussi de ces ruses dont il nous faut être conscient. Monsieur ancien préfet de 19 l'ancien préfet de 19 Pansili, que le gars fait la clôture de 2009, après avoir signé les accords de 2009, en prenant des mains de
mathématiquement, parce que peut-être il y a bêtise. Et puis on met le t-shirt de 2009, et puis il faut y aller. Ah, bon. Après avoir géré l'affaire sans qu'il y ait de casse. Bon. Ça, c'est pas n'importe quel petit politicien qui fait ça, c'est le gars qui vient de l'État et qui a fait. Bon. Monsieur allé voter, et puis non, monsieur Pentochi. Après 2009, nous allons faire un petit promenade dans les bateaux Pentoa. La partie de Robert, c'était la course de Yon. Bon. De la Caroline, on a un bateau qui a passé, qui a tourné, qui a fait une marche arrière, et qui a fini saluer monsieur le préfet. Bon. Mais dans le même temps que fait ce préfet, il a organisé la manœuvre de Sarkozy et généraux pour enlever la machine. Donc, on a négocié, il a tiré de négocier, il a mis au discuteur de comment on va faire état généraux. Premier voyage du poisson. Deuxième chose, regardez la différence de comportation entre l'attitude par rapport aux entreprises aujourd'hui et l'attitude par rapport aux entreprises après 2009. C'est qu'on a subi le Covid, les entreprises tapaient le problème, tout le monde tape le problème, ils ont financé, ils ont ouvert là, ils ont payé chômage partiel, ils ont fait des machines, des sommes conséquentes pour que on va effondrer. En 2009, il y a eu un mois de blocage, bon, aussi c'était un blocage possible. Bon. Alors, ou soi-disant, ou pour la population, ou pour les petits, qu'est-ce qu'il y a eu comme aide aux gens qui ont été victimes? Absolument rien. Absolument rien. Le but étant quoi? Le but étant quitter derrière la développement d'affaires, quitter ça, les conséquences, les gens qui étaient à manifester, les ouvriers, etc. Bon, punir le mouvement pour créer, bon, voilà, un rejet. La différence d'attitude de l'État français après le Covid par rapport aux entreprises et puis après 2009 par rapport aux entreprises, c'est quelque chose de remarquable qui est un exemple. Bon. Donc c'est un État qui est vicieux, ce qui entraîne la troisième leçon, c'est que les mouvements de contestation, les mouvements de lutte radicale, ils sont fragiles dans leur début. Et ils sont d'autant plus fragiles qu'ils n'ont pas une pensée du lendemain. Ils n'ont pas une perspective du lendemain. Ils n'ont pas une organisation pour le lendemain. Ils sont d'une extrême fragilité. Bon, les gars ont compris ça en 2009, il faut écraser, en 10, il faut écraser immédiatement. Ils ont compris ça pour l'OJAM, parce que l'OJAM avait des buts, il y a une plateforme, c'était quelque chose qui promettait, mais qui promettait enraciné, qui promettait mener des combats véritablement. Ils se sont dit, il faut tuer ça dans l'œuf. Wow. Et il faut bien reconnaître que, comme septembre 70, l'OJAM c'est une défaite. Les gars, ils ont fait une répression. Les différents acteurs, animateurs de l'OJAM sont restés sans parler pendant des années, pour le des dizaines d'années, sans pouvoir même se voir, faire un bilan, etc. Ils se sont mis les plus avancés dans tel ou tel parti. Bon, mais l'OJAM, en tant que structure qui était une menace, qui était une promesse, c'est fini. Pourquoi? Parce que les gars ont compris, il faut frapper la mer. Alors, quand ils ne frappent pas la même, quand ça n'est pas nécessaire de frapper la même, alors ils ont une tactique, il faut dévier, il faut
dénaturer, il faut mettre sur des voies de garage comme ils ont fait avec 2009. Bon. Donc, moi, je pense que l'une des leçons qu'on doit tirer de ça, c'est que les moments où commencent des luttes radicales, des mouvements radicaux, il faut absolument avoir la pensée de la suite, avoir l'organisation de la suite pour que ça ne finisse pas en eau de bout. Et puis la dernière leçon, qui est quand même plus positive, enfin qui est en plus, toutes les leçons sont positives, mais celle-là, elle est plus encourageante, c'est que septembre 1910 a prouvé que les masses antillaises, en l'occurrence ici martiniquaises, elles peuvent se soulever en centaines. Elles peuvent faire face. Elles peuvent même penser la question de s'armer pour résister. Et elles peuvent prendre des risques sur leur vie même. Ça, c'est possible. Et je pense qu'il nous faut tirer de ça cette fierté-là et cet élément qui donne quand même confiance, parce que quand on regarde ce qu'un peuple fait, on ne regarde pas seulement ce qu'il a fait l'an dernier, il y a 2 ans. Non, il faut prendre conscience des choses dans leur profondeur, voir sur quoi on peut s'appuyer. Donc si les masses sont capables de ça, cela veut dire que les masses sont capables de vaincre, à condition d'être capables de forger les instruments à elles qui pourront les conduire à leur propre libération. Voilà.